C'est parti. C'est bon ? Allez, super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lucie Reverol, la présidente de CLATIP, qui est la tribune étudiante non partisane de l'école. Et donc tout d'abord, je tenais à vous remercier que vous soyez là, puisque c'est la première conférence du semestre de CLATIP, qui est intitulée La face cachée du pouvoir. Nous sommes ravis de vous recevoir à cette conférence. Et j'ai l'honneur d'accueillir le fondateur de Hop Investigation, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc je vous laisse accueillir Monsieur Jean-Baptiste Rivoire. Je vais vous le présenter en quelques mots, puis ensuite il se présentera plus en détail. Donc, c'est un journaliste d'investigation français ayant travaillé pour des groupes tels que France Télévisions ou Canal. Il est derrière plusieurs émissions telles que 24 heures, Envoyé spécial et Zone Interdite. Et c'est en 2021, après avoir quitté Canal+, qu'il a créé Off Investigation. Donc, il est aussi l'auteur de 3 livres, dont L'Élysée et les oligarques contre l'info, qu'il nous présentera pendant cette conférence. Et ainsi, cette conférence se scindra en plusieurs parties au cours desquelles nous pourrons aborder son parcours de journaliste et divers thèmes d'actualité, ou encore son dernier ouvrage. À l'issue de cette conférence s'éteindra un temps d'échange, au cours duquel nous prendrons vos questions, si vous en avez. Donc je laisse la parole à Charlie et à Guillaume. Merci. Bonjour à tous, donc, moi c'est Charlie, responsable de conférence à Clepsydre. Donc, bonjour, moi c'est Guillaume, responsable journalisme à Clepsydre. On va avoir l'honneur aujourd'hui donc, de présenter cette conférence en compagnie de monsieur Rivoire. Donc sans plus attendre, Monsieur Rivoire, je vous laisse vous présenter, vous, votre parcours. On va essayer de faire court. Juste, moi j'aime bien quand c'est un peu interactif, parce que comme je ne sais pas très bien vos centres d'intérêt, ça sera peut-être plus efficace si on s'échange, donc vraiment n'hésitez pas. Rapidement, moi j'ai fait du droit, j'ai fait une licence de droit international il y a quelques années, parce que je suis assez âgé, j'ai 55 ans. Après j'ai fait un peu d'histoire, après je suis rentré à Sciences Po Paris, et après j'ai passé un concours qui s'appelle le Centre de formation des journalistes à Paris. Ça a marché, et du coup, j'ai lâché Sciences Po en fait, pour faire du journalisme, parce qu'après 5 ans d'études, j'avais envie de me promener un peu sur le terrain. Et voilà. Et après, un parcours classique, il y avait à l'époque 7 ou 8 écoles reconnues par la profession, comme on dit. Donc, CFJ, on vous plaçait dans un stage dans la presse régionale au milieu des 2 années d'études. J'étais à Nancy, à l'Est républicain, et en sortant, un stage à France 2. Moi, j'avais une spécialisation journaliste reporter d'image, j'en étais 5-6 dans la promo à faire ça, sur 50. Il y en avait qui étaient plutôt radio, d'autres qui étaient plutôt télé, d'autres qui étaient plutôt presse écrite. Et voilà, et donc France 2, et puis France 3 aussi. Un jour à France 3, assez vite dans la carrière, il y a un truc qui m'a frappé, ça devait être à Metz ou à Nancy. Je crois qu'EDF voulait construire un truc qui faisait polémique dans la ville, c'était pas évident. Et il y avait des citoyens qui avaient lancé une pétition contre ce projet. Et en fait, le directeur de la station de France 3 où on travaillait, un jour me dit, ce serait bien que tu viennes faire un coup de caméra sur le débat qui aura lieu ce soir en ville. Alors je dis, bah d'accord, on fait un petit reportage et tout. Et en fait, je découvre que le patron de la station régionale de France 3, en fait, anime le débat, payé par EDF. Ça commençait fort. Donc c'est pour vous dire qu'assez vite, j'étais plongé dans des trucs un peu bizarres. Parce que EDF payait le patron de la station régionale de France 3 pour faire un débat citoyen, donc ça commençait très fort. Donc je ne savais pas très bien comment en sortir, donc en fait, je me suis retrouvé sur place à filmer le truc. Et le lendemain, à la conférence de rédaction, comme si de rien n'était, donc le patron de la station régionale dit « Bon, bah, alors ce soir, au journal, on aura un petit sujet sur le débat que j'ai animé hier. » Et en fait, j'ai dit bah, « En fait, j'ai fait le crétin, ça marche super bien, je vous conseille de le faire. » Je dis « En fait, chef, je ne savais pas s'il fallait vous filmer, parce que comme vous étiez là, missionné par EDF, en fait, du coup, je n'ai pas filmé, du coup. » Et donc, il était un peu gêné, il a dit « Bon, c'est pas grave, on ne fera rien. » Enfin, voilà. Et pour faire court, après, j'ai été bossé dans une agence de presse qui s'appelle Kappa, qui proposait à toutes les chaînes de télé des reportages, qui était une agence assez indépendante. Et après, en 2000, je suis entré à Canal+, pour une émission 90 minutes avec Paul Moreira. Et en gros, dans cette chaîne privée, on avait l'impression d'avoir un peu de liberté éditoriale parce que c'était financé par les abonnés. Et donc, pas trop par pub. Et donc, on a pu pendant 15 ans bosser avec pas mal de liberté dans cette chaîne, jusqu'à ce que le système reprenne le pouvoir et qu'un actionnaire breton en 2015 revienne mettre Canal au pas. Pour mémoire, la chaîne avait pas mal, on va se moquer un peu de certains travers de son époque, et elle se moquait aussi d'un certain Nicolas. Pendant quelques années, et en fait Vincent était très copain avec Nicolas, il partait même son bateau.
Et du coup, je pense qu'en fait, il y a des milieux politiques qui ont été très exaspérés pendant des années par cette chaîne. Et Nicolas, quand il était président, il tapait très fort de ses petits pieds par terre. Et il disait: je voudrais absolument que cette chaîne arrête de m'embêter, de se moquer de moi. Il faisait toutes sortes de pressions sur la direction de la chaîne pour faire virer le patron, pour faire virer les auteurs de Guignol de l'info, etc. Et paradoxalement, ça marchait jamais. Parce qu'en fait, à l'époque, les actionnaires de Canal n'osaient pas trop museler leurs propres salariés, parce qu'ils étaient réputés un peu pénibles. Voilà. Et en fin de compte, c'est un coup d'État actionnarial qui a permis à un ami de Nicolas de mettre Canal au pas en 2015. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti de ce système. Et comme les chaînes publiques sont quand même assez soumises au pouvoir politique, on en parlera si vous voulez, je me suis dit que c'était plus efficace d'essayer de créer un média indépendant, quoi, pour essayer de faire un peu ce travail de manière libre. Ok, on vous remercie pour votre réponse très exhaustive. Quant à vous, comment est-ce que vous définiriez le journalisme d'investigation? En fait, le journalisme d'investigation, c'est un peu le journalisme, hein, c'est-à-dire c'est aller chercher des infos, vérifier des récits officiels, vérifier le politiquement correct, vérifier ce que des gens voudraient qu'on dise, pour essayer d'apporter aux citoyens une information la plus solide et la plus honnête et la plus objective possible. Donc en fait, tout travail de journalisme, c'est par définition essayer de s'y retrouver dans un océan de communication, de propagande, d'orientation, etc. Ce qui est un peu nouveau depuis quelques années, c'est que les forces qui font circuler certains types d'informations sont très puissantes, ça peut être des forces politiques ou économiques. Elles ont beaucoup d'argent, elles ont un intérêt très important à faire rentrer dans les cerveaux des gens d'un pays une certaine réalité. Et donc il est d'autant plus important que les journalistes soient là pour faire un contre-récit et vérifier, démonter la propagande et essayer de dire ce qui est réellement. Le problème, c'est qu'autant la propagande a beaucoup plus d'argent qu'il y a 50 ans, autant le journalisme en a plutôt moins, ou en tout cas, ça ne vous a pas échappé que 5 ou 6 grands milliardaires ont mis la main sur 95% des marques d'information en France. Alors après, ils ne sont pas tous pareils, hein, je dis toujours, le journal Le Monde, c'est pas tout à fait pareil que Pascal Pro, pour faire court, mais quand même, c'est un peu compliqué que les 6 plus grands industriels français contrôlent à ce point de l'information, parce que c'est pas anodin, voilà. Bernard Arnault est en train de remettre je ne sais pas combien de millions d'euros dans le Parisien tellement ça perd de l'argent, donc je vous rassure, il ne contrôle pas le Parisien pour gagner de l'argent, pas plus que le principal quotidien économique français, Les Échos, hein. C'est pas pour ça, ça gagne pas énormément d'argent, c'est plutôt pour avoir une influence sur la politique, sur l'opinion publique, et donc ils ont pris le contrôle vraiment de quasiment toutes les barres d'infos, donc c'est un peu flippant. Restait un peu l'audiovisuel public où ça marche de la même façon, donc il y a un peu d'autonomie éditoriale parfois, des émissions d'enquête comme Complément ou Cash qui travaillent longtemps et de manière approfondie sur les sujets, mais ils sont sous très forte pression politique actuellement, enfin depuis 2017 notamment, mais ça s'accentue. Et donc en fait, il y a un intérêt stratégique à contrôler l'information pour tout un tas de gros intérêts. Et contrôler l'information, c'est un peu contradictoire avec la liberté d'information. Donc je pense qu'on est en France dans un pays qui commence à être pas en très bon état du point de vue de l'info. Et pour parler de manière plus pratique, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous détailler comment est-ce qu'on fait une investigation, surtout de manière indépendante? Alors, la presse est massivement financée par la pub, hein, vous le savez, mais aussi par l'argent des actionnaires ou jusqu'à récemment par la redevance. Donc pour faire de l'investigation de manière indépendante, déjà il faut se poser la question de son financement. Qui paye les journalistes? Enfin, je suis désolé, mais c'est une question qui paye les journalistes qui vous informent. C'est-à-dire quand vous lisez un média, il faut vous demander 2 secondes. Voilà, donc si c'est France Info, c'est l'argent de la redevance qui passe par le ministère. Si c'est Libération, c'est l'argent de Patrick Drahi et un peu des gens qui achètent Libération, mais comme ça ne se vend pas beaucoup, c'est pas beaucoup l'argent des gens qui achètent. Si c'est Mediapart, a priori, c'est l'argent des abonnés. Donc si vous regardez la ligne de ces médias, je pense qu'il y a un peu plus de liberté éditoriale dans ceux qui sont financés par leurs lecteurs, quoi. En gros, c'est pas bien que ça se passe. Donc, pour faire de l'investigation libre, c'est un véritable combat, c'est très difficile. De mon point de vue, ça commence déjà par assainir la question du financement. Donc, d'où l'idée de lancer un petit média indépendant comme Off, qui est bien moins puissant que les autres. Mais c'est aussi une façon de mettre un peu les pieds dans le plat et un pavé dans la mare pour poser la question en fait, du fonctionnement de la presse en France. Pourriez-vous nous détailler un peu plus votre expérience sur Canal+, avec éventuellement une anecdote? Oui, il y en a plein. Je vais revenir d'un mot sur ce qui se passe quand Bolloré arrive. La lecture que je fais, qui est qu'en fait,
considérablement exaspéré Nicolas Sarkozy, qu'il y avait des pressions politiques fortes aussi de par les Chiraciens en début des années 2000. Je pense que Bolloré arrive dans une espèce de vengeance politique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste je vais prendre la main sur Canal parce que je vais faire du business dans les médias, c'est aussi je vais mettre au pas ces espèces de connards impertinents qui ont attaqué mon corps politique pendant des années en se foutant de sa gueule, parce que c'est comme ça, les guignols. Et il va arriver vraiment avec une volonté de revanche très forte, et il va très vite. Alors ce qui est bizarre, c'est que chez ces grands industriels, en général, ils font attention à leur image, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop qu'on dise qu'ils mettent au pas les journalistes, ils sont très soucieux qu'on dise que Messi respecte la liberté d'informer, etc. Alors Bolloré, c'est tout le contraire, c'est ça qui est drôle. Le type, en fait, tu as l'impression que c'est carrément de la pédagogie. En fait, lui, il écrase les gens et il dit, bah, en fait, c'est bien, vous allez voir que je suis fort. Et donc, dès qu'on a égratigné, sans même le savoir, en mai 2015, un patron du Crédit Mutuel qui était un de ses amis, qui avait financé sa montée dans Canal, tout de suite, le patron de la banque, quand des journalistes bossant pour Canal ont commencé à découvrir qu'il y avait des valises d'argent liquide qui arrivaient d'Italie dans une filiale de la banque et qui étaient déposées toutes les semaines, alors que normalement, tu ne dois pas arriver avec des valises de cash dans une banque, ça ne se fait pas. Le mec disait qu'il vendait des t-shirts sur un marché en Italie, bon, il apportait 200 000 € par semaine, bon, ça sent plutôt un peu la mafia et la dope, quoi, donc des contrats qui bossent là-dessus soulèvent notamment ce truc-là. Et ils font comme ils font toujours, c'est-à-dire qu'ils demandent à la banque qu'est-ce qui se passe dans cette filiale, est-ce que vous êtes au courant, etc. Et là, la direction du Crédit Mutuel, en fait, ne veut pas leur répondre, ce qui arrive souvent. Mais ce qui est moins souvent, c'est que le patron de la banque exaspéré dit, mais enfin, comment ça, Canal+, c'est mon ami Vincent, donc il appelle son ami Vincent. Et Vincent appelle le patron de Canal pour dire, ils m'ont financé ma montée au capital de la boîte, donc ça serait bien qu'on leur envoie l'ascenseur, donc t'es gentil, tu me dégages cette enquête. Voilà. Donc ça nous est pas dit, nous on dirige l'émission, en fait ça se passe au-dessus de nous. Mais voilà comment ça se passe. Et un mois après, il fait un bras de fer terrible pour tuer les guignols de l'info. Et le patron de Canal, à l'époque, Rodolphe Velmer, lui dit, non mais attends, je veux bien censurer l'investigation, mais alors les guignols, si on supprime les guignols, vraiment on va toucher à l'âme de l'entreprise, bref. Donc il refuse, et du coup, le 30 juillet, il est dégagé très brutalement par l'actionnaire, Rodolphe Velmer, qui d'ailleurs apparemment vient de prendre le pouvoir à TF1. Enfin bon, tout ça pour dire que Bolloré, en France, par exemple, il y a une polémique quand il a prêté son yacht à Nicolas Sarkozy en 2007, il y a des gens qui ont dit vraiment c'est une collusion entre les politiques et les actionnaires. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que Bolloré, cette polémique, bon, ça l'a un peu emmerdé, puis Sarkozy surtout, parce qu'il a été un peu traité de président des riches, mais en fait, en Afrique, Bolloré a trouvé ça super, la polémique sur le yacht. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va y avoir un dirigeant africain, comme beaucoup de Français, il leur dit, j'ai beaucoup d'entre-gens à Paris, j'ai beaucoup d'influence auprès des politiques, vraiment grâce à moi, à votre régime guinéen ou ivoirien, si on fait des affaires ensemble, vraiment, je pourrais défendre votre cause auprès de l'Élysée. Donc il y a des tas d'intermédiaires français qui vont faire ça en Afrique et qui essaient de se vendre leur soi-disant entre-gens auprès de l'Élysée, machin, etc. Bon, sauf que Vincent, en fait, tout le monde l'a cru, parce qu'il a dit, vous avez bien vu, j'ai prêté mon yacht au président, donc vraiment, je suis très proche du président. Donc ça marchait. Et du coup, il a décroché plein de contrats. Donc, voilà, c'est un peu de poids de mesure. En France, on se disait, ça prouve qu'en fait, Sarkozy part gratuitement invité en vacances par des milliardaires dont il va ensuite servir les intérêts quand il sera à l'Élysée. Mais Vincent, lui, il trouve ça super parce qu'en Afrique, du coup, il a des marchés. Et pour revenir donc à votre activité et plus à une question de perspective, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'avenir du journalisme et de l'information, c'est le journalisme indépendant? L'expérience faite dans soit les médias publics, dans lesquels il est parfois assez difficile de placer certains sujets, soit les grands médias privés, me fait penser que si vous voulez, ça casse un peu la confiance entre les journalistes et les citoyens. C'est pas tout à fait pour rien qu'il y a quand même pas mal de gens en France qui sont pas les journalistes, c'est pas tout à fait pour rien qu'on se fait un peu lyncher dans les manifs, etc. Je pense que souvent, le traitement des grands médias est biaisé, souvent il est pas toujours très honnête, on va monter en épingle des trucs assez anecdotiques et passer systématiquement sous silence des questions beaucoup plus fondamentales. Et au bout d'un moment, les gens s'en aperçoivent pas forcément, parce qu'on a la petite musique de BFM tous les jours, etc. Mais en fait, quand vous regardez bien, il y a des sujets très importants pour une société qui ne sont pas traités. Enfin, on peut dire oui, mais parce que l'investigation, ça prend du temps, c'est long et tout. Moi, je pense que c'est pas la vraie raison. On entend même des fois que ça n'intéresse pas les gens, mais ça, c'est pas vrai, parce que les émissions d'enquête intéressent les gens. Donc la vraie raison, c'est qu'il y a des intérêts importants qu'il ne faut pas bousculer. Donc à force de faire du simili-journalisme, mais en fait, on fait un peu de la propagande, mais sans en avoir l'air. Alors évidemment, la propagande, c'est un mot fort. Mais en fait, la propagande, ça ne se présente jamais comme la propagande. Ça a l'air d'être de l'information. Hein. Sur la Seconde Guerre mondiale, la propagande se présentait comme de l'information. C'est juste que quand vous regardez bien, en fait, c'était de la propagande. Il
faut faire un peu attention à cette espèce de tendance à soit encore une fois monter en épingle des sujets annexes, soit dissimuler les sujets clés. Je pense que ça brise la confiance avec le public, et c'est aussi pour ça qu'il y a une colère dans la population contre cette forme de presse. Et à mon avis, cette colère, elle est saine, et elle est, voilà, elle est féconde, parce que grâce à cette colère, on va pouvoir bousculer un peu ce système. Et donc moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, pour faire l'enquête, il faut vraiment être honnête avec les gens en disant, bah, en fait, si vous voulez que des gens enquêtent honnêtement et en transparence pour vous, ben, il va falloir le financer, c'est-à-dire vous abonner. Ce qui a toujours été le cas, hein. C'est juste qu'au fil des années, la pub est devenue très très importante dans le financement des médias, et elle a fini par biaiser le truc. Vous parlez justement de la lutte contre le système, mais justement contre ce système, comment est-ce que vous trouvez les moyens, vous, de vous financer? On ne trouve pas, hein, je vous rassure. Non, mais pour faire court, en fait, moi j'ai quitté Canal en août 2021, après 50 bras de fer avec Bolloré, qui me disait bah, tu peux partir avec une indemnité de départ, parce que c'est la loi, mais par contre, il faut que tu signes un accord où tu promets que jamais tu vas raconter ce que tu as vu à Canal. Alors, je disais non, mais tu me dois des sous, j'ai 20 ans d'ancienneté là, donc tu arrêtes l'investigation, tu dégages les gens, tu as le droit, mais voilà, faut nous filer une. Enfin voilà, dans la presse, on a droit à un mois de salaire par année d'ancienneté, je fais court. Et il disait oui, tu peux avoir ton chèque, mais tu sais, il faut signer là. Bon, alors, évidemment, je demande le papier qu'il faut signer, puis alors il y avait marqué il ne faut rien dire qui puisse porter atteinte à son honneur ou à l'honneur d'un de ses dirigeants ou à l'honneur d'une de ses boîtes, mais alors même pas sur Facebook, c'était marqué, hein, pas sur Twitter. Je me dis, ok, le mec, il va me donner mon indemnité, puis il va me coller des huissiers pendant 10 ans devant chez moi en train de sonner pour dire t'as fait un tweet, faut rendre la thune. Ok, laisse tomber, je vais pas m'embarquer comme ça, le mec il est fou. Donc je lui ai dit non, mais en fait on s'est pas compris, vous me devez une indemnité de départ. Bref. Donc ça dure 5 ans, il me dit bah puisque tu veux pas signer le papier, tu retournes dans ton placard. Alors placard c'est pas dramatique, hein, vous êtes payé, à la télé c'est souvent comme ça, vous êtes payé, vous ne travaillez pas. Vous allez au bureau et vous attendez. Et donc le mec il me dit bah j'attends que tu craques en fait. T'as des gens qui se minent intérieurement, qui se disent non mais ça va être moi, en fait je dois être vraiment, je suis pas compétent en fait. Enfin, ça vous mine rapidement, hein, si vous n'avez pas une super bonne solidité psychologique. Voilà. Et donc beaucoup de gens craquent, et en général le placard, au bout de 2 ans ou 3 ans, tu vas voir la DRH, tu dis non mais c'est bon, s'il vous plaît laissez-moi partir, vous me soldez à 3000 balles, il n'y a aucun problème. Bon bref, tout ça pour dire que ça se finit comme ça, et en fait on s'est amusé en sortant à se dire on va essayer de proposer une série de documentaires d'investigation sur le président de la République. On a fait ça un peu pour s'amuser, parce qu'en fait les grandes chaînes privées ne le faisaient pas, et parce que le service public, en fait, Élise fait des enquêtes, l'UC fait des enquêtes sur la mondialisation et les multinationales, pas tellement sur les politiques, en tout cas de moins en moins. Et on a eu le sentiment que c'était un peu un coin aveugle du journalisme d'investigation en français, que c'était dur d'aller questionner l'Élysée et ses pratiques. Et donc on s'est amusé à faire des projets qu'on a envoyés à toutes les chaînes pour dire bonjour, on va faire un truc là-dessus. Voilà. Et donc M6 nous a dit non mais nous on n'ira pas sur la politique sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous a dit on a déjà un projet un peu comparable. Ok les gars, pas vous déranger. Canal m'a dit non, on va pas t'accompagner sur ce projet. J'ai dit ok. Le mec il m'a répondu c'est ceux qui m'avaient harcelé dans le placard pendant 3 ans. Donc j'ai dit ok, je comprends, t'inquiète pas, Jean-Marc, il n'y a pas de souci. Voilà. Netflix, ils nous ont dit on fait rien sur des politiques en exercice, alors qu'ils avaient fait un portrait de Macron 6 mois avant, mais sympa. Et France Télé, on a déjà 3,52 sur 100, on va surtout pas en faire d'autres. Donc j'ai dit ok, c'est pas gagné, et donc on a été sur KissKissBankBank et on a proposé, on a raconté cette histoire, on a dit voilà, si vous voulez qu'on fasse une série sur votre président, bah, essayez de participer. Et donc on a levé 300 000 balles et on a pu à peu près financer 8 documentaires d'enquête. Mais c'était vraiment un truc, bon, à la fois il y a 3-4 journalistes qui s'y sont collés, qui ont été grattés sur différents aspects de cette présidence, mais c'était aussi une façon de mettre un peu les pieds dans le plat, de dire hey, what the fuck, quoi. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas bosser sur le président. Enfin, on est dans un système, on en arrive à un point, on ne peut pas bosser sur le président. Donc après, on se fout de la gueule de la Russie, de la GEC, du FONE, moi je suis d'accord. Hein. Mais il y a un moment donné, enfin, on n'est pas non plus. Voilà, on est au 37e rang de la RSL dans la liberté de la presse, et la presse française, franchement, va mal, et on n'est pas 1789, quoi. Là, ça c'est beaucoup atténué, il faut qu'on se calme et qu'on retrouve un peu de fondamentaux, quoi. Et du coup, avant d'enchaîner sur justement ces questions de off, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent de complotistes, notamment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous dénoncez beaucoup d'affaires, notamment par rapport à Bolloré, à tous ceux qui manigancent ou qui travaillent justement dans l'ombre, vous répondez quoi à ces gens-là? Alors nous, on ne se fait pas trop accuser de complotisme, mais c'est un grand argument pour discréditer des gens. Alors, entendons-nous bien, des gens complotistes qui pensent qu'il y a des complots partout et qui ont un peu fumé la maquette, il y en a plein, je suis d'accord. Okay. Donc moi, je ne suis pas pour les complotistes.
En même temps, des complots, il y en a parfois, pas toujours. Hein. Je veux dire, le président Kennedy est mort de façon un peu organisée. Il y a eu des attentats à Paris en 1995 qui étaient attribués aux islamistes algériens et qui, de mon point de vue, étaient instrumentalisés par les services secrets algériens. Donc, il ne faut pas être naïf non plus, il faut quand même grandir. Il se passe des choses en sous-main qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout, voilà, et il y a des intérêts puissants en sous-main qui soit instrumentalisent les médias et l'opinion, soit parfois instrumentalisent le terrorisme. Enfin, voilà, quand vous avez des actions de meurtre ou de terrorisme de masse, c'est parfois du terrorisme d'État, etc. Donc les complots, en fait, ça existe, mais tout n'est pas complot. Donc il faut justement séparer le bon grain de l'ivraie, y voir clair, ça fait partie de notre boulot. Donc il ne faut pas se laisser déstabiliser par les gens qui disent que vous êtes complotistes, en même temps, comment dire, enfin nous on a fait de l'investigation sur YouTube, donc par exemple les gens qu'on contactait nous disaient je veux bien parler, ils ont Ruffin, il nous dit je veux bien parler de votre truc, mais il nous sort un truc du genre, c'était quoi le doc là sur le Covid qui a été perçu comme très complotiste, qui a fait un carton, qui a levé je ne sais pas combien de thunes. Il y avait les époux sociologues aussi qui étaient intervenus. Et Vincent Charlot qui avait dû accepter de parler, c'est ça? Oui, c'est ça. Je ne sais plus comment s'appelait ce doc qui a été étiqueté complotiste et qui probablement en grande partie était complètement foireux dans sa rigueur. Les gens nous disaient j'espère que vous n'allez pas faire ça, quoi. Alors on leur répondait nous on est journalistes, on fait du journalisme sérieusement. Alors c'est pas parce qu'on a besoin de le faire en dehors du système parce que le système ne veut pas qu'on est devenu des complotistes. Donc c'est une critique qui ne nous dérange pas beaucoup. Et après on applique des méthodes. Hein. Je veux dire, les docs sur Macron, si vous les regardez sur le site de Off, Macron, un homme d'affaires à l'Élysée, on applique des règles de base, on recueille des infos, des témoignages, on recoupe, on vérifie, on contacte les personnes mises en cause. Une des règles de base, c'est systématiquement de recueillir le point de vue des institutions et des personnes qui sont mises en cause, parce que souvent, elles ont quelque chose à vous dire qui est intéressant, qui contrebalance ce que peuvent dire les personnes qui en sont critiques. Et nous, notre boulot, c'est de faire la synthèse la plus clean possible. Par exemple, ça, c'est une règle du jeu, on contacte tout le monde. Moi, j'ai mis la pression aux journalistes en disant, tu les appelles, y compris l'Élysée. Alors les jeunes, ils me disaient, oui, mais l'Élysée, ça sert à rien, ou il répond pas. Je dis, non, c'est pas grave. On va leur faire un mail, Alors, au début, j'ai dit à l'Élysée, voilà, on va faire 8 documentaires sur cette présidence, sur ça, sentez-vous tranquille, soyez à l'aise, ça va durer des mois, prenez le temps, répondez-nous, il n'y a pas de problème. Et après, ils ont donné des consignes, et puis je vais nous parler. Bon, après, c'est leur choix. Donc pour continuer, pouvez-vous nous présenter Off Investigation et comment vous êtes venu l'idée justement de faire cette série de 8 documentaires sur un homme d'affaires à l'Élysée? C'est pour ça, c'est simplement en observant un peu comment il gouvernait, comment ça se passait sous Hollande et comment il est arrivé au pouvoir. On s'est appuyé sur les bouquins d'un journaliste français qui a fait 3 livres très fouillés sur Macron, qui s'appelle Marc Endevel. Il a senti la montée de Macron très tôt, Marc, puisqu'il a commencé à bosser sur lui en 2014, quand il était tout juste nommé ministre de l'économie. Et il sort son premier bouquin qui s'appelle L'ambigu Monsieur Macron en 2015, quand Macron n'est même pas encore candidat à la présidentielle. Marc, ça fait déjà 2 ans qu'il bosse, etc., qu'il rencontre tous les mecs qui tournent autour de lui, donc il a vraiment investi un gros boulot sur ce type-là, puis coup de bol, le type a eu un destin politique historien. Et donc voilà, donc on travaille sur ça, on le rencontre, on lit ses bouquins, on avance, on regarde, et avec un peu le sentiment que... Enfin voilà, le président de la République, normalement, il défend un peu l'intérêt général des gens qui vivent dans un pays, et des fois, avec Macron, on a un peu l'impression qu'il défend... les intérêts des milieux d'affaires qui ne sont pas à mépriser, mais je veux dire qui ne sont pas forcément en ligne totale avec l'intérêt des gens. Donc, on pourrait discuter à l'infini d'Uber, par exemple, mais donc, on a eu envie tout simplement d'explorer un peu les coulisses de ce président, ce qui est normal, quoi. Enfin. Oui, bien sûr. Mais vous avez parlé justement de ce président au service de l'intérêt général, mais en quoi est-ce qu'Emmanuel Macron incarnerait une rupture justement avec ce qu'on a connu par le passé? On peut par exemple citer l'exemple du président Pompidou qui avant travaillé chez Rothschild, comme Emmanuel Macron. Donc, en quoi est-ce qu'Emmanuel Macron représenterait une rupture entre l'intérêt général et l'intérêt de certains? Après, c'est chacun sa perception, hein. Il n'y a pas de vérité là-dessus, mais moi j'ai quand même le sentiment que, par exemple, sur le sort fait en France au service public, on peut être pour la privatisation des services publics, j'ai pas de problème, on peut proposer toutes les options sociales possibles. Hein. Simplement, il faut aller au bout de sa logique. C'est-à-dire que si on dit finalement en fait les services publics c'est de la merde parce que les fonctionnaires c'est tous des vendeurs, je fais court, très bien, alors à ce moment-là, privatisons. Non mais allons-y, franchement, parce que là, la position qui me gêne un petit peu en tant que citoyen, c'est qu'il maintient l'hôpital public, mais les gens sont tous à genoux, quoi. C'est des sous-effectifs, ils sont épuisés, les soignants c'est des gens qui ont une dévotion incroyable, ils sont en burn-out, ils n'y arrivent plus, c'est un enfer. Moi, il y a encore des gens qui meurent encore des gens qui restent 24 heures sur des brancards qui meurent aux urgences. Il y a un moment donné, faut arrêter, quoi. Soit
on finance un hôpital public à peu près correct, soit on décide, bah allez-y, on privatise tout, on peut aussi privatiser la police, l'école, voilà. Et à ce moment-là, faisons-le. Or, il ne va pas jusqu'au bout de cette logique. Donc, à un moment donné, il y a un minimum de respect des gens qui travaillent et des usagers. Voilà, par exemple, la numérisation de l'État, c'est super bien. Tout maintenant se fait en ligne, et ça, bon, vous êtes peut-être habitués, vous êtes jeunes, mais systématiquement, de ne plus avoir un seul guichet pour aller régler un problème, parce qu'on est tous d'accord pour aller sur Internet, pour se faire sa carte d'identité, etc. Mais des fois, ça bug, des fois, il y a un problème. Des fois, on a besoin de dire, attends, je prends un téléphone, j'appelle, parce que là, il y a la machine qui me dit que ça marche pas. On est quand même dans un système où on ne peut plus avoir personne, quasiment, ni dans les préfectures, ni nulle part. Et donc, c'est une logique d'allègement de l'État. Je ne suis pas hostile en soi, mais je trouve que ça se fait un peu à marche forcée, dans une espèce de... Moi, je sens un peu un mépris pour tout ce qui est voilà, l'intérêt général et service public, donc, par exemple. Voilà. J'aimerais enchaîner donc, du coup, sur vos investigations, notamment vis-à-vis de Macron et sa présidence. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires ou y avoir des suites juridiques à tout ce que vous avez entrepris donc, au long des investigations, de vos enquêtes? Je pense totalement à Alexis Kohler, par exemple. Alors, je ne suis pas très optimiste parce que la justice en France fait partie de ces institutions qui sont extrêmement malades. Elle est très sous-financée, elle est très à la botte du pouvoir politique. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les différents pays du monde, en fait, ils considèrent qu'en France, la justice n'est pas indépendante du pouvoir parce que le parquet prend ses ordres directement au gouvernement. Et par ailleurs, elle est maintenue dans un état de sous-financement chronique, donc elle a du mal à bosser, la justice, en fait. Alors, même s'il y a des enquêtes en cours sur Colère, hein, mais non, je n'ai pas beaucoup d'espoir sur ça. Je pense en revanche que le fait de... L'affaire Colère, en fait, on a fait un documentaire, c'était notre premier truc en novembre 2021, on diffuse en partenariat avec Blast, il fait 2 millions de vues sur YouTube, donc c'est cool. Et en fait, on n'a pas révélé des choses extraordinaires parce que c'est nos confrères de Mediapart qui avaient sorti 2 ans avant les principales informations sur le fait qu'en fait, vous fait court, mais Colère, qui est le bras droit de Macron à l'Élysée, en fait, a passé son temps au cœur de l'État à s'occuper des intérêts d'une grande compagnie maritime italo-suisse-israélienne qui s'appelle MSC, voire à décrocher des centaines de millions d'euros de subventions pour cette fameuse compagnie, et on découvre au bout d'un moment qu'en fait c'est une compagnie qui est liée à sa famille. Donc à un moment donné, si les mecs qui sont au cœur de l'État pouvaient avantager l'intérêt général de ce pays et pas leurs potes, ça serait quand même pas mal. Mais voilà, et donc en fait les papiers de Mediapart ont été vus par quelques abonnés à Mediapart et des gens qui les ont lus. Mais je veux dire, les films Martin Orange, ils sont compliqués, plongez dedans, vous allez voir. Bon. Donc je pense qu'il y a peu de gens en France qui avaient mesuré le truc. Et nous, la petite spécificité, c'est de se dire, on va raconter ça de manière audiovisuelle. Alors c'est tout con, mais on raconte l'ensemble de l'histoire de ce bonhomme, on fait un documentaire en images. Et là, ça rencontre un succès sur YouTube, parce que je pense que d'un coup, c'est un peu plus compréhensible, et les gens qui consacrent un peu de temps ont l'impression d'avoir compris l'histoire. C'est aussi un enjeu, c'est de rendre pédagogiquement simple, des choses compliquées qui sont enfouies des fois dans les coulisses des sites d'infos. Vous avez décrit la justice comme une organisation malade au sein de la société française, mais justement, quel rôle justement avec cette justice que vous jugez déficiente peuvent jouer les associations comme Anticorps, etc., qui luttent contre la corruption? C'est une association qui vit du don de ses donateurs et qui est faite par des gens civiques qui veulent qu'il y ait un peu de justice et qu'on ne soit pas dans un pays archi-corrompu. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, elle a un rôle formidable à jouer, c'est des gens compétents, c'est des juristes, etc. Après, ce qu'on raconte notamment dans l'épisode Colère, c'est que quand cette association qui avait le droit d'agir en justice pour précisément demander que la justice travaille, par exemple, sur l'affaire Colère, quand cette association le faisait, elle portait aussi plainte contre Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, pour je ne sais plus quelle incrimination pénale, et aussi contre Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui avait également franchi des lignes rouges. Donc, sauf qu'en France, cette association peut rester en justice, mais elle doit demander au gouvernement, est-ce que vous pouvez bien me renouveler le droit de rester en justice? Donc en fait, au moment où elle s'en s'attachait à l'affaire Colère, cette association Anticorps, elle portait plainte en même temps contre le ministre de la Justice, à qui il fallait qu'elle demande le renouvellement de son agrément. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est super Anticorps, mais ils sont petits, ils sont faibles, et le pouvoir les a harcelés pendant 1 an pour ne pas renouveler leur agrément. Donc oui, de toute façon, c'est par des mouvements citoyens et par des associations comme ça, et par les jeunes qui sortent dans la rue pour le climat, que ça va bouger. C'est le seul truc qui va un peu faire bouger le système, parce que le système il est bien installé dans son fonctionnement, et tant qu'il n'y aura pas des rebelles qui se lèveront, à mon avis, ça va continuer comme ça. Donc, voilà, c'est la seule issue, pour moi les médias indépendants, les associations et les citoyens. Tout à l'heure, vous parliez des grands intérêts, des grandes puissances qui gouvernent ce pays. Et du coup, est-ce que vous, personnellement, dans Off ou à Canal, comme vous l'évoquez avec Bolloré, est-ce qu'il y a peut-être eu d'autres exemples? Est-ce que vous avez été sujet à des pressions, des intimidations ou d'autres choses de ce même style? Oui, déjà,
il se trouve que, je suis désolé de parler un peu de Canal, mais c'est un truc que je connais bien, il y a des gens qui sont sortis depuis 2015, les auteurs des Gaulières de l'Info, plein de gens qui sont sortis, ils n'ont jamais parlé. Si vous regardez bien, Bruno Gassio, ces mecs-là, ils n'ont jamais parlé. Quand vous regardez pourquoi, ils ont tous pris, je sais pas, entre 100 000 et 2 millions d'euros. C'est ça la réalité. C'est que Bolloré achète le silence de tous les gens qui brisent pour qu'ils se taisent. Donc il fait semblant que non, mais moi, mon image, je m'en fiche. Bon, en fait, non. Tous les gens qui sont sortis quasiment avec un accord de silence. Donc ça, c'est des fortes pressions. Et là où ça ne va pas, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu entrer là-dedans, c'est parce qu'il y a un moment donné, Canal, c'est une petite partie de l'histoire du paysage audiovisuel français, mais quand même, la façon dont ça a été mis par terre, ça fait partie de l'histoire. Et en fait, ce type-là, il fait ce qu'il fait. Bon, à la limite, il est actionnaire, il prend le pouvoir, il tord la boîte dans un autre sens, il a le droit. Mais d'empêcher que ce soit raconté, d'empêcher que l'histoire ne sache, d'empêcher que les gens le racontent, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que c'est toucher à la mémoire. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un gros problème de démocratie. Et donc, oui, ça, c'est des pressions extrêmement fortes. Et voilà, moi, je me suis tapé 5 ans sans boulot, à déprimer parce que le type, il ne veut pas que tu sortes. Et quand tu sors, il y a un Reporters sans frontières qui faisait, parce que ça prenait des proportions quand même un peu dingues, l'influence de Bolloré. Donc, Reporters sans frontières fait un petit film pour donner la parole à quelques journalistes qui en ont été victimes. Tu dis 3 mots dans leur doc, derrière tu reçois un courrier, et j'étais aussi obligé d'informer Canal du bouquin, je les lisais, machin, parce que je parlais un tout petit peu d'eux, donc je leur dis quelle est votre version, et les mecs te renvoient une lettre en disant, bah, puisque c'est comme ça, alors la formule c'était, ça heurte le champ de notre protocole transactionnel, donc on va vous coller au tribunal. Donc en fait, ça fait 5 ans que ça dure, tu sors, et c'est reparti, quoi. Donc, voilà, quoi, il y a un moment... c'est juste de la parole libre, on est juste en France, il y a juste 1789, et à un moment donné, ça suffit, quoi. Enfin, lui, il est très gentil, il est breton, il est têtu, j'ai rien contre lui, mais il ne peut pas empêcher les gens de parler, quoi. Ça suffit, quoi. Et ça vous a pas découragé? Bah, en sortant, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de fric, mais en gros, tu sors avec une ancienne, enfin, un chèque lié à ton ancienneté qui est automatique, parce que tu sors dans le cadre d'un plan social, et le mec te dit, ah, par contre, tu es en train de nous faire 3 procès parce qu'on t'a fait des faux témoignages dans ton dossier, parce qu'en gros, il m'avait mis des faux témoignages au prud'homme. Donc ça t'énerve en vérité quand tu le fais. Donc j'ai porté plainte. Ils me disent, en fait, ça serait bien qu'en plus tu arrêtes tes procès. Alors je dis, bah, je ne vais pas renoncer à mes droits pour vous. Non, non, mais on va t'indemniser. Alors c'est là qu'ils te donnent en fait une somme supplémentaire, mais il y a un accord de silence. Alors je leur dis, bah, je ne vais pas faire d'accord de silence, je veux bien ne pas vous diffamer, par exemple. Je veux bien ne pas dire des choses fausses sur vous, mais je ne vais pas me bâillonner jusqu'à la fin de mes jours. En plus, souvent dans les boîtes, quand on te fait un accord de silence ou de non-rivalité, ça vous arrivera, c'est pendant un an pour pas que tu te précipites dans la boîte concurrente pour leur filer toutes les infos sur la boîte dont tu viens. Tout ça, c'est normal. C'est la bonne marche des affaires. Mais là, chez Bolloré, il n'y a pas de limite de date. C'est pas pendant un an. En gros, c'est jusqu'à ta tombe, quoi. Et donc là moi, ça dépasse. Et donc voilà. Et donc, oui, bah. Après, voilà, en sortant, il y avait le choix. Soit je me dis, bah, je me laisse lier par ce truc-là, j'ai de faire aucun tweet, aucun Facebook, et de rien dire, et machin. Soit je considère que ça fait partie de l'histoire voilà, des médias français et qu'il faut le raconter s'il y a l'occasion. Donc je décide de parler au fil de RSF. Effectivement, après il y a une lettre qui dit en gros je vais te reprendre 150 000 balles. Quoi. Mais bon voilà, de toute façon le mec il est fatigant, donc t'as envie de lui dire mais vas-y, t'es pas Louis XIV quoi. Non mais vraiment ça suffit quoi. Il est dans une toute puissance, c'est comme un enfant quoi, qui tape des pieds par terre, je veux mon jouet quoi. Non mais à un moment donné, bon ça va quoi. Aussi puissant et riche soit-il, il ne peut pas acheter la démocratie française. Quoi. Donc voilà, donc c'est reparti pour 3 ans. Mais bon, au pire, voilà, j'ai mis la thune sur un compte. Donc, chercher. Hein. Donc nous sortons d'une période électorale avec les élections présidentielles et les élections législatives. Comment est-ce que vous envisagez le paysage politique post-Macron? Post-Macron, ça veut dire s'il arrête à la fin de son quinquennat. En 2027. Comment est-ce que vous envisagez le paysage politique en 2027? Et des médias aussi, du coup. Non, sur la politique, moi je remarque juste un truc, c'est que. Bon, il y a en gros 2 blocs, hein, je fais le cours, hein, donc il y a la NUPES et il y a le RN. La NUPES, elle a un problème, c'est qu'en fait son leader il est vieux et il a dit qu'il va partir. Donc il va se passer un truc qui se passe toujours dans les mouvements politiques, c'est que quand quelqu'un qui a du charisme et qui arrive à peu près à fédérer autour de lui, soit part à la retraite, soit meurt, soit je sais pas quoi, il se pose la question de la succession. Et donc derrière Mélenchon, on va se poser la question de la succession. Je ne sais pas qui va monter, il y a un garçon qui va monter qui a eu quelques soucis, là, voilà. Il y a des filles qui veulent monter aussi, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux dire que de toute façon, avant que quelqu'un retrouve un certain charisme, une notoriété, fasse la synthèse entre l'EPS, les Verts, etc., c'est pas gagné. Donc je pense que mécaniquement, ils vont s'affaiblir. C'est-à-dire que leurs 21% de score, à mon avis, malheureusement, ne vont pas forcément continuer à monter, je pense. Et de l'autre côté, au FN, Marine, elle a depuis 30 ans,
vous regardez sa courbe aux élections, hein, par rapport à, elle a dépassé son père déjà il y a 10 ans. Là, elle arrive à la présidentielle, je ne sais plus combien elle a fait, pas 46 ou 40. Le 41. Ouais, enfin, 41 au deuxième tour, c'est quand même énorme. Ça fait 15 ans que ce parti fait des très gros scores. Et alors, je crois qu'elle va passer la main. Là. Il y a peut-être Jordan Bardella qui se dispute avec Louis Alliot. Pour le parti. Ouais, pour le parti, ouais. Bon. Enfin, je ne sais pas comment ça se passera dans 3 ans, mais en gros, ce mouvement-là est plutôt sur une courbe électorale qui est comme ça. La gauche, avec Mélenchon qui s'en va, je ne sais pas si elle va être forte. Donc, voilà. Peut-être un pays qui va diriger très à droite dans 3 ans, je ne sais pas. Pour revenir sur les affaires de l'État, avec l'affaire McKinsey, donc on a vu que l'État fait appel à des prestataires extérieurs. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va se généraliser, se démocratiser et qu'on va avoir un espèce de remplacement du secteur public par le secteur privé? Parce qu'on sait que normalement les missions qu'a remplies McKinsey devaient être remplies par des fonctionnaires d'État. Ouais, c'est un peu compliqué parce que le président il dit en fait les services publics, il faudrait les améliorer, donc comment je peux le faire? Je vais demander à des experts pour me dire, bon, si je demande au service public lui-même, il aura du mal à s'autocritiquer, donc je vais prendre des privés qui auront plus de distance, donc je prends McKinsey, donc peut-être que des fois McKinsey a un regard pertinent, hein, je ne suis pas idéologue. Après, globalement, je pense qu'il y a une vraie question, c'est autour de comment on utilise l'argent public, parce qu'on est quand même dans un pays qui n'est pas totalement par terre. Des gens qui bossent, c'est des entreprises, l'État prélève des impôts, bon, plus ou moins importants selon les perceptions qu'on peut en avoir, mais enfin il y a quand même de l'argent. Donc comment cet argent est utilisé? Il y a un moment, moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir au bien commun, il faut réfléchir à cette planète qui brûle, il faut réfléchir à essayer qu'un maximum de gens puissent faire des études, et il faut voilà, travailler dans l'intérêt général. McKinsey au cœur de l'État. Un exemple aussi avec Uber. C'est pareil, moi je suis assez nuancé sur l'histoire d'Uber. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Uber arrive en France il y a quelques années, les taxis, enfin, je ne sais pas comment c'était à Marseille ou là où on vivait, mais par exemple à Paris, c'est vrai que tu avais un monopole des taxis avec il n'y avait pas beaucoup de taxis, donc c'était galère, etc. Comme dans toutes les situations où il n'y a qu'un seul groupe qui a le droit de faire un travail, en gros tu pleures pour avoir un taxi, le mec il s'arrête pas. Voilà. Donc moi l'arrivée d'un peu plus de diversité, de concurrence et qu'on puisse monter dans une voiture un peu moins chère, je trouve ça super. Après le mec il est ministre de l'économie, il peut peut-être dire à Uber, par contre en France tu ne peux pas totalement créer des nouveaux esclaves. Il va falloir quand même que tu respectes un tout petit peu, je sais pas moi, un salaire minimum, ou des horaires, ou des trucs comme ça. Je n'ai pas l'impression qu'il l'a fait, il a fait des réunions clandestines au cœur de l'État pour aider les mecs d'Uber, ok. Là maintenant on en est à un point où les livreurs Uber Eats, ils sont pas super bien payés, en fait ils louent leur compte, enfin je sais pas, vous êtes peut-être au courant, apparemment ils sous-louent leur compte à des mecs qui ont encore moins de papiers, qui viennent du Pakistan, qui travaillent non pas pour 10 € par jour, mais pour 2 € par jour. Donc en fait les précaires créent des esclaves. C'est ça, aujourd'hui, le modèle Uber, on en arrive là. Donc, il y a un moment, voilà, la question c'est jusqu'où démanteler un modèle social qui est un tout petit peu protecteur quand même des salariés les plus précaires, quoi. Enfin, jusqu'où on veut aller, parce qu'à un moment donné, alors bien, Macron va dire, moi j'ai pas voulu ça, c'est illégal, ils louent leur compte, ils sous-louent leur compte à des esclaves, c'est pas bien. Enfin, la vérité, c'est que personne ne bouge, quoi. Dans ce cas, c'est personne ne bouge. Bon, il y a un moment, voilà. Pour terminer avec l'actualité internationale, il y a près d'un mois, le président Macron s'est rendu en Algérie pour, je cite, établir une relation de confiance avec le président Tebboune. Comment interprétez-vous ce rapprochement franco-algérien orchestré par Emmanuel Macron? Je ne sais pas s'il y a un rapprochement. C'est compliqué de comprendre ce qui se passe en Algérie. Bon, il y a un régime militaire depuis une trentaine d'années qui est quand même très dur avec sa population. Ça ne vous a pas échappé que des millions d'Algériens sont sortis dans la rue pendant un an pendant l'Irak pour réclamer juste un peu plus de démocratie. Il faut voir quand même une chose, c'est qu'ici, quand on sort dans la rue pour demander plus de démocratie, normalement on avait le droit de manifester en France. Bon, maintenant un peu moins parce qu'on se prend des trucs dans les yeux et ça fait mal. Mais normalement on avait à peu près le droit. Bon, maintenant ça devient plus dangereux. Mais l'Algérie, il faut quand même toucher du doigt 2 secondes ce que c'est qu'un État qui n'est pas un État de droit. C'est-à-dire que dans un État comme ça, mais c'est pas que l'Algérie, vous protestez un peu trop, on vous fiche, on débarque dans votre maison la nuit à coups de pied, on défonce la porte, on enlève vos enfants. Vous voulez avoir recours à la justice pour porter plainte, enfin, décalons-nous 2 secondes de notre situation de Français et réfléchissons à ce que ça veut dire quand la justice est entièrement achetée par le régime et que le régime c'est des militaires. Vous n'avez droit à rien, la presse vous dit c'est pas grave, je vais appeler au secours les journaux, ils vont dire la vérité, mon enfant a été enlevé, c'est horrible, etc. La police travaille de manière terroriste, etc. La presse, c'est des agents secrets de l'État qui ont mis des casquettes de journalistes et qui sont dans les journaux. Donc, enfin, imaginez-vous en tant que citoyen dans un pays comme ça, je pense que c'est assez terrifiant. C'est ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est ce qui se passe dans plein de régimes, il n'y a pas que là-bas.
Donc, bon, il y a un moment donné, passé son temps à aller faire des papouilles au général Tebboune en Algérie, alors qu'il emprisonne ses opposants et ses journalistes toute la journée. Enfin, il y a un moment donné, je ne sais pas quel projet de société on propose, comment on se positionne. Alors, nous, un de nos épisodes, c'était sur Macron l'Algérien en marche vers le cash, parce que quand il est parti en Algérie pendant la campagne de 2017, en fait, il a été voir plein de milieux d'affaires, et on a des témoignages qui nous disent qu'en fait, il est revenu avec pas mal d'argent pour financer sa campagne. Donc, il y a un moment donné, voilà, encore une fois, un peu d'éthique publique, un peu de... Voilà, je ne sais pas si l'argent des Algériens doit en priorité servir à financer la campagne électorale d'un candidat à la présidentielle en France. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Très bien. Eh bien, nous avons fini avec nos questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on va sans plus tarder enchaîner avec les questions du public. Donc, si vous avez des questions, levez la main, n'hésitez pas, on va venir vous passer un micro. Donc, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ma première question, c'est, quand vous avez parlé du contrôle de l'information au niveau de l'État, des chantages que vous avez subis, finalement, est-ce que vous pensez qu'on ne va pas vers un contrôle de l'info ou vers de la propagande comme dans un pays plus à l'Est qui ne respecte pas trop les droits de l'homme non plus? Et donc, finalement, est-ce que les droits de l'homme en France pourraient être remis en cause dans le propre pays des droits de l'homme? Sachant que les fake news et toutes ces choses-là les ont utilisées, sont considérées comme des armes militaires. Alors, sur le fait qu'on est le pays des droits de l'homme, oui, enfin, on est un pays où en 1789, il y a eu une déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui était renouvelée en 1848. Donc, oui, on est théoriquement un pays qui, dans l'histoire, à un moment donné, a dit les hommes naissent libres et égaux en droit, et c'était un énorme progrès philosophique et historique, ne serait-ce que d'affirmer ça. Après, l'esclavage a continué pendant encore des dizaines d'années en France après 1789. Donc, entre un principe et puis son entrée d'application, c'est quand même compliqué. Mais la France a posé ce principe il y a 200 ans. Après, ouais, moi je trouve quand même que voilà, ça va pas super bien en termes de transparence, de démocratie. Par exemple, un des trucs dont on a hérité de la Révolution, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est quand même un truc assez simple. Tu as le type qui dirige, tu as ceux qui font les lois, tu as la justice, tu as éventuellement un quatrième pouvoir qui observe ce qui se passe et qui, de façon distante et libre, pose un diagnostic, etc. Ça fait partie d'un équilibre d'une démocratie. Bon, moi, je suis désolé, je trouve que ça marche assez mal, quoi. Enfin, le Parlement est assez croupion en ce moment. Alors, c'est lié au fait que maintenant, c'est un quinquennat et l'élection législative est juste derrière. Donc, en gros, les Français confirment la majorité du président immédiatement. Donc, le type, il se retrouve avec 60% des députés. Donc, en gros, c'est open il fait ce qu'il veut, quoi. La justice, encore une fois, elle est tellement sous-financée qu'elle est quand même plus beaucoup au service des citoyens, c'est difficile. La presse, elle est achetée. Enfin, généralement, on va être simple, la presse est corrompue en France massivement, elle est bourrée de conflits d'intérêts, elle est achetée par des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'information. Donc oui, on est dans une démocratie de basse intensité, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, oui, le pays des droits de l'homme, c'est un peu une affiche, quoi, mais soyons critiques, soyons exigeants. On a le droit, dans un pays moderne en 2022, d'avoir une information qui soit quand même à peu près honnête, quoi. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas toute la journée, moi, voilà, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi je ne peux plus écouter France Info, je trouve que c'est Radio Macron, enfin, je ne peux plus écouter un média sans me dire, mais enfin, voilà, à quel moment j'ai en face de moi quelqu'un de clean qui se pose avec distance et qui regarde réellement la réalité. Bon. C'est peut-être une déformation professionnelle, hein, mais c'est important d'être critique sur ce qui se passe dans les médias. Si vous avez d'autres questions. Évidemment, vous pouvez faire passer le micro. Tout d'abord, merci, je tiens à vous remercier de ce que vous faites. Je tiens à d'être venu déjà à cette conférence et puis pour le travail que vous avez fourni d'intérêt public. Moi, ma question, elle concerne la méfiance des médias. Aujourd'hui, selon un dernier rapport Eurostream, il me semble, la France est classée parmi les pires pays où la confiance envers les médias est au plus haut. Je ne sais pas si vous avez vu ce rapport. Et comment vous avez un petit peu répondu à ça pendant tout le long de l'interview. Et comment vous pouvez expliquer ça en France, notamment pourquoi ce phénomène agit-il selon vous en tant que journaliste? Pourquoi aujourd'hui tant de personnes ont une méfiance envers le média, pardon? Il y a deux phénomènes. Moi je vous ai un peu répondu. Je pense qu'une majorité de médias a fait trop de propagande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes trop. Un exemple tout con, par exemple,
relayer les éléments de langage ou les effets d'annonce du pouvoir. Par exemple. Ça, c'est une grande spécialité, l'effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où, enfin, à un moment donné, si vous êtes journaliste, vous ne dites pas le mec, il a dit qu'il allait raser gratis demain. Vous dites, attends, on va regarder, puis quand tu raseras gratis, je le raconterai. Sauf que, comme les médias répètent ce que le politique dit, notamment le gouvernement, le gouvernement a dit que demain, ça va être beaucoup mieux. Alors d'ailleurs, Macron, en avril, il a dit, quand je vais être élu, l'air sera pur en France, ça va être super. Et tous les médias, quand même, ont tendance à répondre, c'est super, parce que là, demain, l'air, il va être pur. Mais à un moment donné, on n'est pas des relais de propagande. Macron, il peut dire ce qu'il veut, Macron ou un autre, on s'en fout. Le boulot du média, c'est de dire, je mesure la qualité de l'air, et je dis, voilà, en France aujourd'hui, voilà comment elle est, puis après, chacun se fait son opinion. Or, ils passent quand même leur temps, notamment dans les médias publics, à relayer les effets d'annonce du pouvoir. Ça finit par être un récit où, finalement, si tu écoutes ça d'une oreille distraite, tu te dis, oh, putain, mais ils font vachement de trucs bien. Non, en fait, ils ne font pas. Ils disent ce qu'ils vont faire. Tu vois, il y a un moment donné, rien que ça, par exemple, ça exaspère des millions de gens depuis des années. Bon, les médias privés, on pourrait en parler pendant des heures. Bernard Arnault prend le contrôle du premier quotidien économique français pour être sûr que personne ne va venir questionner ou égratigner ses marques ou sa stratégie au sein de LVMH. Et il prend également le contrôle du premier quotidien populaire français pour être sûr que le quotidien des ouvriers de la région parisienne ne vient pas non plus l'emmerder. Bon, tout est comme ça. Donc oui, les gens ont perdu massivement confiance dans les médias, mais pour moi c'est assez simple, c'est-à-dire que les gens ne sont pas débiles. Parce que si les gens croyaient tous les marathons qu'on leur balançait toute la journée, ça serait très inquiétant. Donc là, on a des Français réveillés qui, grâce à Schneiderman, à Schneller depuis 20 ans, réfléchissent, sont critiques. Moi je trouve ça génial. Et je trouve qu'il faut absolument surfer là-dessus. J'ai des confrères journalistes qui me disent c'est terrible, hein, les Français ils nous aiment plus là. Vraiment, non, ils nous aiment pas, ils sont méchants. Il faudrait en fait leur dire mais peuple, venez avec nous défiler dans la rue pour défendre notre belle profession quand même, ça serait super. Ah oui, on peut toujours dire aux gens mais enfin, je sais pas ce qui vous prend, venez, descendez tous dans la rue pour dire vive les journalistes et tout. Ouais, c'est sûr, hein, on peut faire ça. Moi, je suis pas sûr que tout le monde va descendre et surtout, je pense que si les gens ont une critique, c'est parce qu'il y a des raisons. Et donc cette distance, elle est salutaire, et évidemment, dans les médias indépendants, enfin je ne vous cache pas, vous l'avez vu, enfin, on surfe tous là-dessus pour dire cette colère de la population, cette méfiance, elle est salutaire, parce que c'est des gens qui vont plutôt aller chercher à s'informer de manière plus exigeante, qui vont lire des bouquins, qui vont aller dans des médias où a priori, voilà, c'est pas l'actionnaire qui décide de sommaire du journal, etc. Donc ça va tellement, enfin ça va vraiment dans le bon sens. Et d'ailleurs, toutes les levées de fonds pour des médias indépendants depuis 10 ans ont cartonné. C'est quand même un signe. Quand Drahi reprend Libération, il perd des lecteurs tout le temps. Donc, quelque part, je pense que le fait que la population doute, critique, s'interroge, c'est extrêmement positif parce que ça va permettre à une presse plus indépendante de renaître. Merci. Et du coup, j'avais une autre question, si vous avez cette réponse. Comment, aujourd'hui, doit-on lire la presse? Avez-vous des conseils pour notre génération pour essayer de décrypter un petit peu les éléments des médias? Déjà, malheureusement, ça a un petit peu un coût, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, consacrer un petit peu de sous à ça. Je sais pas, essayer peut-être d'avoir accès à un quotidien qui est celui qui vous paraît le plus intéressant, déjà, peut-être en abonnement numérique, et puis par ailleurs, peut-être soutenir les médias indépendants. Il y a des médias indépendants qui vous proposent de les soutenir, mais dont les contenus sont en accès libre, parce qu'ils veulent travailler pour l'ensemble de la population, donc ils demandent à une partie de ceux qui peuvent de financer, mais après les contenus sont ouverts, c'est le choix de là, c'est des médias par exemple. Canard enchaîné, il faut l'acheter. Je sais pas moi, donnez-vous accès à une ou deux sources d'infos, perdez pas trop de temps à mon avis sur les chaînes d'infos ou à vous disperser, et déjà si de manière régulière vous consultez un média qui est pas trop naze, c'est déjà pas mal, puis après il y a un autre truc, c'est réfléchir à ce qu'on lit, hein. Ça marche toujours bien, quoi. Une autre question? Faites passer le micro. Tout d'abord, merci. Merci pour votre intervention. Je voulais savoir si c'était possible, selon vous, de faire du journalisme indépendant, du journalisme tout court, sans prendre position, puisqu'on voit dans votre discours que vous dites du journalisme peut-être donc à la botte de l'État, mais s'il va chercher à tel endroit, ça peut être vu comme du complotisme, ou il peut être vu comme une cible, chercher à faire tomber des cibles, par exemple le canard enchaîné. Est-ce que pour vous c'est possible de faire du journalisme sans avoir cet objectif-là, sans tomber dans ces pièges-là, pardon?
moi, je ne pense pas que le but soit de faire tomber qui que ce soit. Dans le cadre, je vous donne une petite anecdote sur le Canard enchaîné, par exemple, qui n'est pas forcément très connue. Moi, je fais partie des gens qui regardent ce journal qui est créé donc, au moment de la Première Guerre mondiale, qui se crée contre la propagande de l'État sur la guerre, et qui vit de l'abonnement de ses abonnés, qui n'a pas de publicité, qui ne demande pas de subvention. Et oui, c'est des gens archi indépendants. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Canard enchaîné. Après, ça fait quelques années que je me dis, putain, mais la page 2 du Canard, si vous l'achetez, vous verrez, la page 2, c'est tous les échos politiques de la vie politique parisienne, quoi. Je me dis, mais ça fait 5 brèves que je lis où c'est les éléments de langage du président, quoi. Donc je me dis, putain, c'est quand même... je veux bien qu'ils aient le regard de Macron sur l'actualité de la semaine, mais ça serait bien qu'ils aient aussi des trucs plus variés. Bon. Et puis, on gratte un peu, et puis apparemment, voilà, par contre, le Canard, il vit en Suisse et c'est un super pote de Macron. Donc en fait, ce journal dont on pourrait penser qu'il est à la bonne distance et qui critique, en fait... Vraiment, il a choisi son camp. Et par exemple, dans l'affaire Fillon, pour en revenir à ça très brièvement, au début 2017, vous vous souvenez que le principal quotidien des REP, donc Fillon qui a survécu quand Sarko est tombé, Fillon a pris dans l'affaire de sa femme, etc. Le Canard va très rapidement enquêter sur cette affaire, et la justice, sous François Hollande, va très rapidement ouvrir une enquête sur Fillon. Et là, pour le coup, il faut un boulot très très rapidement. Nous, on découvre en enquêtant sur le quinquennat Macron qu'au même moment, il a fait des conneries avec son patrimoine, Macron, et que des gens, au printemps 2017, avant l'élection, au moment où Fillon tombe, des gens disent non mais attendez, peut-être que Pénélope elle avait un emploi fictif, mais lui, il a menti sur son patrimoine. C'est assez établi, c'est assez documenté, etc. Il y a des avocats fiscalistes qui s'emparent de ce truc, qui saisissent la justice en France, et il se passe strictement rien. C'est-à-dire que la justice répond, nous n'enquêterons pas. Bon, alors je sais pas, il faudrait rentrer dans le détail pour voir, mais ouais, il y a un moment donné, pour surfer un peu sur votre question, je pense qu'un média doit essayer de se mettre à la bonne distance de tous ces gens, même si après, dans les rédactions, tu peux avoir des gens plutôt, mon cœur penche plutôt au milieu, à droite, chez les Verts, ou je sais pas quoi, et ça c'est humain, et on a le droit d'avoir des idées politiques quand on est journaliste, on n'est pas moins citoyen, mais en revanche, le média doit essayer d'avoir une attitude honnête, à la bonne distance sur tous ces gens. Et si on commence à regarder les magouilles des politiques, on les regarde tous, voilà, même si ça déplaît, voilà. Et donc cette espèce de posture d'honnêteté permanente, elle est clé, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la confiance. Donc je pense que c'est ça qui a été abîmé depuis de nombreuses années, c'est ça qu'il faut absolument retrouver. Et par expérience, je ne vois pas comment on peut, enfin nous on a essayé de faire un canal, voilà, et en vrai, on ne va pas se mentir, voilà, si on veut pouvoir traiter librement les sujets qui nous paraissent corrects, et en plus, dans une réaction, c'est le fait qu'il y a une variété, c'est un groupe, donc chacun s'équilibre, s'il y en a un qui est fou, les autres sont un peu moins fous, donc c'est un collectif en fait. Et ce collectif doit être financé de manière saine, et si c'est le cas, il peut être plutôt de droite, il peut être plutôt de gauche, mais a priori, il va regarder les choses avec honnêteté, et c'est de ça que va créer ce qui est la planète à lumière, quoi. Donc oui, c'est possible, et on va tous prendre à ça, parce que sinon, de toute façon, le seul truc qui est bien, c'est que si les Français ne croient plus les médias vont s'écrouler, hein, parce qu'un journal que plus personne ne croit, il tombe des mains, plus personne ne le lit, bon, si tu n'allumes pas ta télé, ça marche plus le système. Donc pour l'instant, ça marche, parce que les gens écoutent. Donc voilà, je pense aussi que plus on instrumentalise les médias, plus ils perdent leur crédibilité, plus ils perdent leur public. Donc, quelque part, il y a une vengeance populaire qui est possible. Ça se dérive, quoi. Encore des questions? Bonjour. Est-ce qu'en tant que journaliste d'investigation, vous êtes déjà senti menacé ou senti en danger parce que vous avez des secrets? Bon, moi, je ne suis pas hyper stressé, mais clairement, non, ce qui est vraiment problématique, c'est qu'on a un problème de confidentialité de nos échanges. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai aucune confiance dans les baratins des opérateurs téléphoniques, de Apple, de ce que tu veux. On est dans un pays où non seulement l'État t'écoute de manière judiciaire, mais ça encore, c'est sous le contrôle du juge. L'État fait des écoutes administratives illégales depuis des années. Hein, ça date à Macron, c'était déjà le cas avec Squarcini. En gros, ils écoutent à peu près qui veulent en dehors de tout contrôle de justice. Et ça, c'est quand même très problématique et tu ne le sais jamais. Et maintenant, on apprend qu'en fait, Israël a vendu à plein de pays plus ou moins recommandables le logiciel Pegasus, et notamment aux Marocains, et que plein de gens en France ont été espionnés par ce truc-là, et notamment des gens proches du gouvernement, François de Rugy par exemple. Et donc là, tu te dis, attends, quel intérêt les Marocains ont-ils à écouter ou à surveiller François de Rugy? Qui mange du homard, elle est quand même pas passionnante. Alors, ça s'appelle pas. Le plus incroyable, parce que moi, quand je fais le bouquin en janvier, puis il y a un certain nombre de confrères qui au monde, ils questionnent Macron sur. Attendez, il y a
un État étranger qui utilise un logiciel pour espionner les gens au cœur de l'État français, y compris peut-être vous-même, je sais pas, vous réagissez, vous protégez les Français, enfin, c'est une intrusion qui est quand même problématique, quoi. Et là, il se passe un truc incroyable, le mec ne bouge pas une oreille. C'est-à-dire qu'en des semaines, le monde lui dit, mais enfin, président, quand même, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rien. Et ça, là, il y a un truc qui, vraiment, il y a un problème, il y a un gros problème. C'est pas possible que le président qui défend son pays laisse faire un truc comme ça. Et donc la question, c'est pourquoi il dit rien? Et au bout d'un moment, moi j'ai des gens qui disent, non mais en fait, le truc, c'est qu'il n'ose pas trop utiliser Pegasus pour aller espionner ses opposants ou voir des propres membres de son gouvernement, parce que s'il se fait choper, quand même, c'est un fou mal. Mais les Marocains, eux, l'achètent, et on leur dit, tiens, en fait, échange de bons procédés, on peut s'entraider, tu veux pas... Enfin, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la France n'a pas finalement utilisé des informations de Pegasus fournies par les Marocains en échange de je sais pas quoi, je te donne un truc en échange, etc. Ce qui permet au pouvoir d'aller espionner ses propres membres sans en avoir rien. Et y compris des journalistes. Donc, Pegasus, en fait, je ne sais pas si vous savez, je fais court, hein, ça vous aspire l'intégralité d'un téléphone portable de n'importe où, de partout, vous pouvez tous les codes que vous voulez, ça n'a rien à foutre, ça aspire absolument tout en permanence, où que vous soyez. C'est d'une puissance terrible. Donc, nous, on bosse en se disant, en fait, on est dans une époque où un texto à une source, par exemple, ça peut le mettre en danger, un mail, enfin, c'est effrayant. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on sait. Donc là c'est pas que je suis complotiste, hein, c'est que enfin, il y a tout un tas d'éléments sérieux que Amnesty ou d'autres ont documentés. Donc, ouais, soit tu travailles sur la menace, soit tu travailles en mettant en danger tes sources. Donc ça, c'est quand même pas du tout démocratique et c'est quand même très compliqué, quoi. Et pour vous dire, voilà, on devient parano dans ce métier. Moi, à l'époque de Bolloré, pourtant, je ne travaillais pas sur des affaires d'État, mais rien que le fait de prendre un mandat syndical et parfois d'être appelé par des journalistes qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Canal parce que ça n'a pas l'air d'être comme il dit l'actionnaire. Des fois, moi, ça m'arrivait de dire bah, je veux faire sortir des infos pour que la vérité soit perçue et que le langage de propagande ne soit pas le seul récit. Bon, bah, j'ai découvert qu'on pouvait avoir un téléphone à un faux nom, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, si tu as un téléphone portable à ton nom, n'importe quel service ou privé va taper ton nom, il appelle ton opérateur, il a ta ligne, il te surveille. Ça se fait en violation totale des lois. Il ne faut pas être naïf, malheureusement, c'est comme ça que ça passe. Si tu prends un téléphone sous un autre nom, moi, ce que j'ai fait pendant 5 ans, ce que je continue un peu à faire, tu te dis, bah, en fait, s'ils cherchent mon nom, ils ne vont pas chercher le nom que j'ai inventé. Donc en fait, à une époque, c'était possible, tu demandais une carte SIM chez Bouygues. Moi, j'ai dit, bah, en fait, envoyez-le dans la rue où j'habite, mais en face, votre numéro, et je m'appelais Michel Durand. Donc Bouygues, je ne sais pas à l'époque, il ne faisait pas gaffe, il m'envoie la carte SIM au nom de Michel Durand chez la voisine. Après, la voisine, elle me dit, c'est bizarre, j'ai reçu une lettre pour un certain Michel Durand, tu ne connais pas? Je dis, si, excuse-moi, je t'ai pas dit, c'est un cousin, non, c'est mon voisin, envoie la lettre. Elle me donne la lettre, il y a la carte SIM dedans, et moi, j'ai un numéro de téléphone à un fou depuis 5 ans. Ça me permettait d'appeler Télérama et Libération, non mais, les canards. Mais parce que, bon, donc ça, c'est, bon là, c'est un cas particulier, mais quand on fait de l'investigation, qu'on soit espionné jusqu'au cœur de sa maison, enfin, c'est un vrai problème, quoi. Or, le pouvoir politique français actuellement laisse faire ça sans moufter, quoi, du tout. Donc, c'est dangereux, enfin, c'est flippant, quoi. Et la deuxième question, au-delà de la France, est-ce qu'il y a un pays en particulier où c'est encore plus dur de faire une investigation? Est-ce que vous avez une anecdote particulière? Ouais, parce que par exemple, en Libye, quand Sarko a vendu un logiciel qui s'appelait, je ne sais plus comment, français, enfin je dis Sarko parce qu'il a donné un feu vert, mais c'était une boîte française, je ne sais plus comment s'appelait ce logiciel qu'on a vendu à Kadhafi avant le printemps arabe de 2011. En fait, Kadhafi pouvait, grâce à ce logiciel français, surveiller l'ensemble des Libyens, et notamment ses opposants. Et donc, les services de sécurité libyens ont commencé à arrêter des gens en disant il y a 2 mois, tu as fait un texto à telle personne. Alors, le type, bon, c'est dur, hein, les jeux libyens, ça ne rigole pas, donc le type disait non, pas du tout, vous avez dû confondre, et tu sortais tous ces relevés téléphoniques grâce à une boîte française qui avait vendu son logiciel. Donc, alors, la boîte française avait fait de l'argent, mais vous vous rendez compte, les dégâts humains en Libye. Donc je veux dire, oui, c'est pire en Libye, parce qu'en Libye, en plus, quand il y a un opposant, on torture. Je prends l'exemple de la Libye, j'aurais pu en prendre un autre. En France, on prend des trucs dans les yeux quand on manifeste, mais a priori, c'est quand même assez rare qu'on nous torture dans le commissariat. On n'est pas encore là. Mais il y a des pays où c'est vraiment terrible, quoi. C'est-à-dire, livrer un chef d'État dictatorial de quoi savoir avec tout ce qui se passe chez le moindre téléphone de tous ses opposants, sous prétexte du antiterrorisme, si vous voulez, hein. Mais dans la pratique, les gens se retrouvent arrêtés par la police et torturés par un logiciel français. Donc, voilà, en termes d'éthique publique pour la France, c'est pas très clair. Merci.
Sinon tu parles fort, c'est bon. Ah bah oui. Alors, moi j'ai une question. Si j'avais bien compris, vous avez dit que Bolloré a pris le contrôle de Canal et ce n'est pas pour une but critique, c'est pas pour faire de l'argent, mais pour avoir une influence sur le terrain. Mais quelle est l'idée que Bolloré souhaite inscrire dans la société? Alors ça, chacun d'entre nous dans cette salle aura son avis, et moi j'ai pas d'avis de vérité, hein, chacun pense ce qu'il pense. Moi je pense qu'il a pris le contrôle de Vivendi, qui était la maison mère de Canal, en vérité, alors parce qu'il se diversifiait dans le monde de la culture, mais la raison principale, ça n'a jamais été dit, mais je pense que c'était pour prendre le contrôle de cette chaîne un peu impertinente qui embarrassait son avis politique. Il faut se souvenir que, je fais court, mais en fait, quand Bolloré prend le contrôle de Canal, quand il commence à rentrer discrètement dans le capital de Vivendi, on est en 2011, personne ne le voit arriver. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'Élysée pour dire « je vais rentrer discrètement dans le capital de Vivendi chez un Nicolas », mais en fait, le vrai but, j'explique, mais c'est pas ce qu'on va dire publiquement. Hein. Publiquement, on va dire que je vends mes 2 chaînes gratuites, donc D8 et C17. Même les journalistes sont un peu cons, ils ont dit « oh, ils se désengagent des médias Bolloré ». Ça, c'est 2011. En fait, il va à l'Élysée, il dit « non, en fait, j'explique. Je vends mes 2 chaînes gratuites à Canal, mais en fait, en échange, il me donne une partie du capital de Vivendi, et mon objectif, c'est de monter au capital de Vivendi. Et quand je serai arrivé à 15%, je serai le premier actionnaire, j'aurai pris le pouvoir. Et je vais mettre au pas cette espèce de bande d'impertinents de Canal. Je fais court, mais c'est ça le scénario qui date de 2011. Il va mettre 4 ans à monter au capital de Vivendi, il va être aidé par François Hollande, c'est paradoxal, pour réussir son opération, et en 2015, il devient le boss. Donc moi, je pense que son objectif principal, c'est de faire taire un média embarrassant politiquement pour ses amis. Je dis ça parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en 2015, quand Bolloré étouffe Canal+, Sarkozy rêve de revenir. On se dit, bah non, il avait quitté le pouvoir en 2012. Oui, mais il voulait être réélu. Et d'ailleurs, il va se présenter aux primaires de la droite en 2016 pour être le candidat de la droite. Et il a failli réussir. Il n'aurait pas eu l'affaire de Malion, si ça se trouve, il repassait. Donc la stratégie de Bolloré en 2015, c'est de dégager le terrain des médias emmerdants pour que Sarko puisse se Donc après, il a étouffé l'impertinence de Canal+, il en a fait une chaîne très à droite, ok. Et après, son projet de fond, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui pense que la religion catholique et que la tradition va sauver la France. Donc il veut imposer ça dans le débat public, ce qu'il fait d'ailleurs, au début à CNews, puis à Europe 1, puis il va le faire à Paris Match, etc. Mais après, encore une fois, les actionnaires peuvent avoir des options politiques de gauche, de droite, c'est pas interdit, c'est pas tellement ça, c'est plutôt que ce qui est problématique, c'est que le pouvoir politique français n'impose pas de règles du jeu d'honnêteté de l'information. Par exemple, ça devrait être absolument indispensable de marquer dans n'importe quel média, voilà qui est le propriétaire, voilà qui paye. Et par ailleurs, moi je trouve ça intéressant aussi de connaître un tout petit peu la relation entre le monsieur qui paye ce média ou son propriétaire et le pouvoir politique. Ça n'est pas exploré par les médias. Bernard Arnault, patron, encore une fois, des Échos du Parisien, Bolloré, machin, Xavier Niel, Libération, l'Obs, Le Monde, TR1, Patrick Drahi, Libération, Express BFM, ils tiennent tous les médias. Donc, ces gens-là, ils ont des rapports. Par exemple, Patrick Drahi, donc encore une fois, Libération, Express BFM, Drahi en 2017, son bras droit, le banquier Bernard Mourad, a quitté le groupe Altis pour faire quoi? Pour aller rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron, et pas à n'importe quel poste, pour trouver de l'argent pour financer sa campagne. Le bras droit de Drahi, c'est ça qu'il fait en 2017. Donc comment voulez-vous derrière, une fois que Macron est élu, grâce à Bernard Mourad, comment voulez-vous que BFM se mette à une bonne distance pour apprécier de manière journalistique le quinquennat Macron? C'est impossible. Et donc, quand les Gilets jaunes sortent d'un avion en 2018, BFM est un des premiers médias qui explique qu'il faut leur taper sur la gueule parce que voilà, et TF1, Martin Bouygues, qui a besoin de Macron pour d'autres raisons, au bout d'1 mois après le début de la révolte des Gilets jaunes, vous avez un chroniqueur police-justice à TF1 qui vient en plateau du 20h pour dire, sur la foi des informations qui lui sont communiquées par le ministère de l'Intérieur, il dit, enfin, en tout cas, quand même, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés graves dans cette affaire depuis le début. Alors qu'on en a eu 67. C'est quand même surréaliste de voir à quel point un type qui devrait être dans la rue, dans les manifs, à regarder le nombre de blessés de manière objective, on se demande ce qu'il fait, il prend ses sources au ministère de l'Intérieur, chez Castaner, qui lui dit, alors je t'explique, il n'y a pas de blessés graves. Et il va au 20h de TF1 en direct dire à 10 millions de Français, ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de blessés graves, alors qu'on a vu que ça tirait dans le même. Enfin, ces gens finissent par être complètement déconnectés de la réalité, et quand les gens voient ça, ils se disent, mais je me pince. Enfin, Donc nous arrivons au terme de cette conférence. Donc nous tenions au nom de toute l'équipe de Clepsydre à vous remercier, Monsieur Rivoire, pour votre intervention qui aura été très riche et très intéressante pour
tous les membres, pour tous les participants à cette conférence. Nous tenions aussi à remercier ceux qui ont fait le déplacement pour venir. C'était pas forcément évident avec la grève des transports. Et nous espérons vous voir prochainement à la prochaine conférence. Gardez le moral. Désolé. Hein. Avant tout. Gardez le moral. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous publiez régulièrement des revues d'actualité, notamment cette conférence, vous pourrez la retrouver sur le campus virtuel si jamais vous connaissez des personnes qui auraient aimé pouvoir y assister mais qui n'ont pas pu. On va bientôt sortir ça, voilà. Sinon, je vous souhaite une agréable journée, merci beaucoup. Merci. J'avais oublié que ça tournait, je vais me prendre 42 procès.